Bonjour, je m'appelle Taïfé et je vais vous présenter dans quelques instants Azara. Azara est d'origine nigérienne et elle fait partie des 75% des femmes qui ont été mariées de façon très précoce. En effet, le Niger enregistre un triste record puisqu'il est un des pays à avoir un pourcentage de femmes, de jeunes filles mariées de façon précoce, mariage forcé, le plus élevé au monde. Même si le gouvernement tente de faire adopter des mesures, notamment celle de rehausser l'âge légal du mariage à 18 ans au lieu des 15 ans, actuels, et également de mettre en place l'obligation de scolarisation pour les jeunes filles de 16 ans, les traditions, les us et les coutumes perdurent, surtout dans les zones rurales où le taux d'analphabétisation est très élevé. Parmi ces mesures, le gouvernement avait décrété, surtout dans les zones rurales, d'instaurer et de créer des internats afin que les jeunes filles puissent être éduquées et puissent également être nourries, logées, ce qui leur permettrait d'échapper au mariage forcé. On estime qu'un quart des jeunes filles de moins de 15 ans seront mariées et 3/4 des jeunes filles de moins de 18 ans sont mariées également. C'est dans ce contexte que je vous invite à écouter l'histoire d'Azara et de comprendre ce que traversent les jeunes filles au Niger et surtout dans les zones rurales. Bonjour, je m'appelle Azara, j'ai 30 ans. Je suis en France il y a 3 mois de cela. D'accord. Alors, peux-tu commencer par nous parler un petit peu de ta famille? Donc, dans quel contexte tu as été mariée, mais avant ça, voilà, quel était ton contexte familial, parents, enfants, frères, sœurs, etc. Mon papa avait 3 femmes et il a 19 enfants, on est au nombre de 19. On s'entend bien, on n'a aucun problème avec nos mamans ni nos demi-sœurs et frères. On s'entend bien, on n'a aucun problème avec eux. D'accord. Ton père travaillait au Niger ou il travaillait dans un autre pays? Oui, il travaille un peu partout, il a fait la France, mais souvent il part en Côte d'Ivoire. Quel était son travail? C'est un bijoutier aussi. D'accord, donc il travaillait l'orfèvrerie, il travaillait le métal, l'étain, l'argent? Oui, il travaille le métal, l'argent, l'or, etc. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé alors pour que aujourd'hui, donc on va juste résumer, tu as été mariée donc à l'âge de 14 ans. Est-ce que tes parents étaient d'accord pour ce mariage? Je me suis mariée à l'âge de 14 ans et mes parents sont d'accord de ce mariage, mais mon défunt papa est contre ça. Donc ton père était contre le mariage. Est-ce que tu connaissais déjà la personne qui t'avait demandé en mariage? Oui, je le connais, c'est un ami à mon papa. C'était un ami à ton père, donc il a fait sa demande auprès de ton père? Il a fait la demande auprès de mon père, mon papa a refusé parce qu'il est contre le mariage précoce et le mariage forcé. Il a décidé que chacun de ses enfants choisit son partenaire. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Après, juste quelques semaines après la demande qu'il a fait auprès de mon papa est décédé. Et 4 mois après son décès, ma maman a accepté de me donner en mariage à cet homme. J'étais en classe de 5e sûrement. Donc tu étais scolarisée, tu allais à l'école? Oui, j'étais à l'école. D'accord. Donc cet homme est revenu, il a refait sa demande. Est-ce que ta mère voulait te marier ou est-ce qu'elle n'a pas eu le choix? Non, elle a voulu me marier, elle n'a pas été contrariée à ça parce qu'elle aussi c'est son papa qui lui a ordonné de faire ce mariage. Et chez nous, quand les aînés parlent, les enfants n'ont rien à dire. D'accord. Mais peut-être qu'au fond d'elle, tu penses que c'était une tradition qu'elle voulait malgré tout faire perdurer ou au fond d'elle, elle était vraiment pour ce mariage? Pourquoi c'est si important pour une mère justement de marier sa fille? Au fond d'elle, elle est vraiment pour ce mariage. Parce que chez nous, c'est très important de marier ta fille. En fait, c'est une, comment dirais-je,
Une sécurité? Excusez-moi. Oui, c'est une sécurité, on peut dire. C'est une sécurité, c'est une fierté pour la famille quand on dit que tous tes enfants sont mariés. C'est une fierté. Donc, elle est fière de ça. D'accord, même à 14 ans. Même à 14 ans, ils n'ont pas pu réfléchir sur ça, mais elle est sur le regret. Maintenant, elle regrette? Elle regrette beaucoup d'avoir fait ce mariage. Mais elle-même, elle a été mariée sous cette tradition également. Oui, D'accord. son premier mariage avant mon papa. D'accord. Donc, même le premier mariage avant ton papa? Oui. D'accord, donc du coup, elle a divorcé? Elle a divorcé. D'après ce qu'elle m'a dit, elle s'est mariée en classe de CM2. Ouh, c'est quel âge ça? Elle était en CM2, oui. Quand elle s'est mariée, et c'est depuis CM2 qu'elle a quitté l'école jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et après, elle a rencontré ton père? Et après, elle a rencontré, après le divorce, et ne s'entendait pas bien avec son premier mari, ils se sont divorcés. Et c'est après le divorce qu'elle a rencontré mon papa. Donc là, elle a choisi son mari? Oui, c'est elle qui l'a choisi. D'accord, ok. Du coup, cet homme vient auprès de ta mère et demande à te marier. Oui. La mère accepte. Qu'est-ce que tu savais du mariage, toi? Donc, ta mère vient t'annoncer que tu vas te marier. Qu'est-ce que tu savais du mariage? Comment tu l'as accueilli? Comment tu as vu les choses? Une semaine après sa demande en mariage, ma maman m'avait informé. Bon, du coup, moi, je ne savais pas c'est quoi le mariage. Je ne savais rien du mariage. Je ne connais rien du mariage. Pour moi, c'est une obéissance. J'ai obéi mes parents. Sans savoir? Sans savoir c'est quoi le mariage même. D'accord. Oui. Et ta mère ne t'a rien expliqué, ne t'a pas mise au courant de ce qui allait se passer, de comment ça allait se passer? Non, personne ne m'a mis au courant de ce qui va se passer dans le mariage, dans le foyer et tout. Ni tes autres sœurs, ni les autres femmes de... pourquoi? Non, ok. Ils prennent ça comme si c'est une honte pour eux d'expliquer à une de ses sœurs ou ses filles de faire des explications. En fait, ils voient ça anormal. D'accord. Donc toi, le jour où tu t'es mariée, tu savais pas du tout à quoi t'attendre en fait? Non. Donc vous avez fait une cérémonie? On a fait une cérémonie, tout le monde était content, heureux. Et toi, tu étais contente aussi, ne sachant pas à quoi t'attendre? Moi, je savais pas ce qui m'attend. Pour moi, c'est la vie la plus meilleure quand une fille se marie. D'accord. Ouais. Donc pour toi, tu l'as accepté correctement? J'ai accepté parce que ma maman le veut, je ne peux pas désobéir. D'accord. Après la cérémonie, qu'est-ce qui s'est passé? Donc du coup, est-ce que... parce qu'il fallait consommer le mariage, on rappelle quand même que tu avais 14 ans, tu n'as pas du tout été informée de ce qui allait se passer. Comment s'est passée ta première nuit? Ça n'a pas été du tout facile. Ouais. Je connais rien, je ne sais pas comment on fait. Comme lui, il est un peu âgé. Quel âge il avait? À ce moment, il avait 56 ans. Il avait 56 ans. Ouais. Je ne savais pas comment ça s'est passé la première nuit du mariage. Personne ne m'a pas expliqué. On m'a rien expliqué. Bon. Donc, du coup, ça m'a surpris vraiment. D'accord. Ouais. Et le lendemain, quand je suis retournée à la maison, il m'a amenée dans la voiture, je suis évanouie. D'accord. Parce que apparemment la coutume veut que le lendemain du mariage, en fait, on ramène la jeune fille, si j'ai bien compris, en fait, chez ses parents. Oui. Dans la coutume, c'est ça. C'est dans notre coutume. Le jour du mariage, à 21h, 22h, on fait le cortège pour t'amener chez ton mari. Et le lendemain, à 6h du matin, le mari te ramène avec un cadeau. C'est notre coutume comme ça. D'accord. Donc c'était pour ramener un cadeau à la famille. Oui. D'accord. Et donc apparemment tu étais évanouie. Oui. Donc tu n'as pas pu voir ta famille. Comment ça s'est passé? Jusqu'au bon matin, quand je me suis réveillée, tout le monde est autour de moi en train de pleurer. Tout le monde, je ne sais pas, c'est des pleurs de joie, de pitié, je ne sais pas. D'accord. Tu t'es réveillée et en fait tout le monde était autour de toi en train de pleurer. Oui.
D'accord. Toute la famille, presque la famille, mes soeurs, les mamans, les frères, les grands-mamans, tout le monde, les voisines. Ouais. Et il pleurait pourquoi du coup? Je sais pas, c'est de joie, de tristesse, de pitié, je sais pas. Alors, te voyant évanoui, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Comment ils ont réagi? Non, il y a une de mes mes grandes-mères qui a un peu pris ça mal parce que elle était en colère vraiment. Elle était en colère? Oui, elle était Pourquoi? en colère parce que vu que mon mari a pu, comment dirais-je, a pu traiter avec moi jusqu'à évanouir. Ah, tu veux Oui, dire elle a eu pitié de moi et elle s'est énervée contre lui jusqu'à là, elle l'aime pas. Attends, alors, Elle est en colère contre lui. quand il y a eu, donc on va parler un peu plus directement, les premières relations sexuelles, en fait, lors du premier rapport sexuel, tu t'es évanoui. Oui, je me suis évanouie. Et donc lui, il a continué comme si de rien n'était ou... Comme si rien n'était. Il était D'accord. fier. D'accord, ok. Ah oui. Ok. Comment ça s'est passé pour la suite après? Donc tu étais chez ta mère, tu retournais chez ta mère juste pour une journée, donc Oui. tu es retourné de nouveau après chez ton mari. Comment s'est passée la suite? Alors ton mari avait donc, je récapitule, il avait 56 ans à cette période-là, il avait des enfants, Oui, il avait des enfants. d'autres femmes? Oui, non, on n'est pas resté ensemble parce qu'à chaque fois quand il se marie, il faut qu'il se divorce pour se remarier encore. J'ai été sa 5e femme. D'accord. Ouais. Combien d'enfants avait-il? En ce moment, il avait 9 enfants. Il avait 9 enfants. Et vous viviez tous ensemble? Non, je vivais avec les 3 seulement. Les 3, d'accord, qui étaient déjà grands. Il était déjà grand parce qu'à ce moment, il y a le premier qui fait la 3e, il y a une fille qui fait la 5e et un autre qui venait de Côte d'Ivoire, il faisait la 3e aussi. D'accord. Ok, donc si je résume, avant de continuer un peu plus, donc tu étais dans une famille qui était quand même assez harmonieuse, avec 3 mères, on peut dire, plusieurs frères et sœurs. Ton père était hostile en fait à l'idée de te marier jeune. Il voulait d'abord que tu termines tes études. Les études, Malheureusement, ton père est décédé et tu as été mariée de force, on peut dire de force, même si, voilà, ne sachant pas ce qui se passe, la première nuit a été relativement violente, agressive, et les jours qui suivent, donc avec les autres frères et sœurs, avec le mari, comment ça se passe alors? Bon, j'ai juste fait 2 mois, que je peux dire 2 mois ou presque 2 mois que je suis plus heureuse avec lui. Je suis plus heureuse, rien que la bagarre avec ses enfants, des menaces avec ses frères et sœurs. Comment il te traitait alors? Il me traitait mal. Parce qu'il y avait même ces anciennes femmes qui viennent jusqu'à la maison pour dire qu'ils vont me tuer, ils me menacent. Il cherche à me frapper, ses enfants aussi. Il y avait son enfant là qui venait de Côte d'Ivoire même. Il a une fois pris un couteau, soi-disant qu'il va me poignarder avec. D'accord. Ouais, ils sont malédiques. D'accord. Et quand tu racontais ça à ton mari, quelle était sa réaction? Il ne réagit pas parce qu'à chaque fois, c'est ses enfants qui ont raison. En plus, il ne me croit pas. Ah, il ne croyait pas ce que tu disais? Il ne croit pas à ce que je lui dis à chaque fois. D'accord. Et donc, tu es resté combien de temps dans cette situation? J'ai resté 9 ans chez lui. 9 ans. Ouais. Donc, tu as eu ton premier enfant à quel âge? À 15 ans. À 15 ans, donc 1 an après ton mariage. Après mon mariage. Comment ça s'est passé? L'accouchement, explique-nous un peu comment tout s'est passé. L'accouchement, mon premier accouchement était très difficile parce que j'ai fait 1 semaine à la maternité. D'accord. Alors, juste une question avant. Pareil, là aussi, est-ce que tu étais un peu quand même au courant du fait d'être enceinte, comment ça allait se passer? Est-ce que on t'a mis encore, enfin cette fois-ci, on t'a mis un peu au courant? Oui, on m'a mis au courant quand j'étais enceinte. Au début, je ne savais pas que j'étais enceinte. J'ai fait des nausées, des vertiges. C'est en ce moment-là, je suis allée à l'hôpital. On m'avait informé que je suis enceinte.
j'ai informé ma maman et elle m'avait fait expliquer que de patienter la grossesse, quand ça améliore, ça me donne des nausées, des vomissements. Elle m'explique cela. D'accord. Et au moment du contraction, elle me dit à chaque fois l'accouchement, ça fait mal de ne pas pleurer et de ne pas, excusez-moi, de ne pas pleurer, de ne pas, d'être forte. D'accord. À chaque fois, oui, parce Ok. que l'accouchement, ça fait mal. Donc tu as accouché à terme? À terme, oui. D'accord. Dans un hôpital ou chez toi? Non, dans un hôpital. Dans un hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Est-ce que l'accouchement s'est bien passé? Est-ce qu'il y a eu des complications? Parce que 15 ans, le corps d'une jeune fille n'est pas encore totalement formé et il n'est pas prêt à recevoir un enfant. Donc, comment ça s'est passé pour toi? J'ai eu des difficultés vraiment. Parce que quand les contractions sont commencées, j'ai commencé les contractions jusqu'à, je fais 7 jours, 6 jours à la maternité. Le septième jour, j'ai accouché. Mais ça n'a pas été facile parce que j'ai eu des déchirures. Tu as eu une déchirure? Oui, parce que l'enfant était gros dans mon ventre. D'accord. Ok. Et donc, une fois que tu as accouché, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des complications ou pas vraiment? Oui, j'ai eu des complications parce que ça a provoqué assez que depuis la première fois que j'ai accouché, les 3 derniers enfants que j'ai eus, c'est par césarienne. Les 3 derniers enfants que tu as eus? Oui. C'est-à-dire qu'avant, je comprends pas, tu avais déjà eu des enfants? Juste la première fille que j'ai eue, ça m'a provoqué des complications. Et après ça, dès que je tombe enceinte, dès que je suis à terme, on me fait une césarienne pour ne pas souffrir. Ah d'accord, donc tu as eu d'autres grossesses en fait, Oui, qui n'ont pas été à terme, oui, donc des prématurés. des prématurés qui sont morts donc. Non, ils sont en vie. Ils sont en vie. Oui, Donc tu as combien d'enfants à l'heure d'aujourd'hui? j'ai 4 enfants aujourd'hui. D'accord. Dont ton premier enfant a 15 ans. 15 ans. D'accord. Le deuxième enfant? Il avait 12 ans. Il a 12 ans maintenant. Il a 12 ans. Toi, tu avais quel âge? Moi, j'ai 30 ans. Non, mais ton deuxième enfant, tu avais quel âge quand tu l'as eu? J'avais 18 ans. 18 ans. 17 ans. D'accord. Ok. Donc tu as vécu 9 ans 9 ans. en ayant 4 enfants avec un homme qui avait 56 ans. Oui. À l'époque, toi, tu en avais 14 ans. 14 ans, oui. Tu as vécu en compagnie de gens, de la famille de cet homme qui finalement te martyrisait, qui te maltraitait. Oui. Est-ce que tu en parlais de temps en temps avec ta mère ou avec les autres épouses de ton père? Quand mon papa est décédé, juste après mon mariage, on a vendu notre maison et chacun d'entre elles et ses enfants ont acheté un appartement. Donc du coup, on s'est séparés. Ma maman vivait avec mes frères et ses femmes. Donc à chaque fois quand je suis venue à la maison pour raconter à ma maman dans quelle situation je suis en train de vivre, elle ne me croit pas. Ou bien elle me fait comprendre que tout le monde vit ainsi, dans un foyer chez eux, chez nous. D'accord. À chaque fois, c'est ce qu'elle me fait comprendre. Elle dit que le mariage, c'est la patience, tout le monde vivait ainsi, de patienter. Et ça me soulage, je retourne. Des fois, elle ne me croit pas. Jusqu'à je suis arrivée à un terme que je garde ça pour moi, je ne raconte rien même à elle. D'accord, donc au bout d'un moment, tu en as eu marre. Oui. Et au lieu de te plaindre et de raconter pour avoir du soutien, en fait, tu as tout gardé pour toi. J'ai tout gardé pour moi. J'ai tout gardé pour moi. Et quand je lui demande de continuer mes études, il refuse. Alors voilà, à côté de ça, malgré cette difficulté, tu demandes à ton mari à continuer les études. Tu veux continuer tes études malgré tout. À chaque fois, je lui demande s'il a, mais il ne me donne pas l'opportunité, il refuse. Alors qu'est-ce qu'il dit pour refuser? C'était quoi Il refuse, il est contre les études parce que il dit, lui, chez eux, les femmes n'étudient pas. C'est ce qu'il met en tête. Les femmes n'étudient pas. Parce qu'avec sa fille, même, j'ai eu des difficultés. Sa fille, elle était en classe de 4e, j'ai eu des difficultés. Il m'avait amené une de ses filles qui avait 9 ans. Je lui ai demandé de l'inscrire à l'école. Il m'avait fait comprendre que chez eux, les femmes n'étudient pas.
Dans le village où tu es né, où tu as grandi, aucune fille, aucune jeune fille, tu connais aucune jeune fille, même dans ta grande famille, qui ont étudié? Si, je connais beaucoup qui ont étudié dans la famille, même chez moi. Donc c'est pas forcément traditionnel, enfin Non, c'est pas. c'est selon chacun en fait. Oui. Parce qu'il y a quand même une volonté de scolariser les jeunes filles. Les jeunes filles, oui. Il y a une opportunité parce que lui, il est dans une région d'Ottawa. C'est lui qui me fait comprendre que chez eux, les filles n'étudient pas. On ne laisse pas les filles étudier. D'accord, ah c'est par région. Il y a Oui. des régions qui sont Contre ça. contre Les études de jeunes filles. D'accord. Et donc toi, en ayant habité là-bas, c'est quelque chose que tu as vu donc fréquemment, à savoir que la plupart des jeunes filles de cette région-là n'étudiaient pas, donc étaient à la maison. Presque tout le monde que je connais dans sa famille n'a pas étudié. D'accord. Est-ce que tu avais des contacts avec les autres gens du village? Oui. D'accord. D'autres jeunes filles? D'autres jeunes filles, j'ai des contacts avec D'accord, eux qui étaient dans la même situation. Oui, j'ai des contacts avec eux qui étaient dans la même situation. Je connais une dans son village, même elle avait maintenant à peine 25 ans, mais elle a fait presque 4 mariages. Elle se marie, divorcée, mariée, divorcée, oui. D'accord. 4 mariages. Donc, en résumé, donc, tu vis pendant 9 ans avec cet homme. Est-ce qu'il t'apporte au moins une certaine sécurité matérielle, financière? Est-ce qu'il te nourrit? Est-ce qu'il t'habille? Alors, il refuse de t'envoyer à l'école, mais voilà, est-ce qu'il est quand même un soutien financier, ou pour toi, ou pour ta famille? Non, financièrement, non. Financièrement, non, mais il me donne à manger. Mais quand je lui demande un service, il refuse. Il ne m'achète pas des habits. Quand je lui demande, il a fallu à ce que ma soeur m'achète ça. D'accord. Ta soeur qui vit où? Elle vit en ce moment-là au Burkina Faso. D'accord. C'est elle qui m'aide. Donc elle façonnait des habits pour toi et oui, tes quand je lui demande, il me dit qu'il n'a pas, soit il me dit qu'il n'a pas, soit il me dit qu'il a des projets à faire, soit qu'il me dit qu'il ne donne pas des trucs comme ça. D'accord. Et ses enfants, ses propres enfants, est-ce que c'était la même chose? Non, avec ses propres enfants, c'est pas la même chose parce que tout ce que ses enfants décident, il le fait. Il le donnait, Ouais. d'accord. Donc on peut résumer en disant que finalement, une femme dans cette région-là, en fait, c'est moins qu'un être humain. C'est-à-dire, on te permet juste de manger, on te permet de te reproduire, hein, et le reste, c'est... Donc, comment tu occupais tes journées alors? Bon, je patiente ainsi parce que chez nous, à chaque fois, la maman me fait comprendre que c'est la patience, tout le monde vivait ainsi. Pour moi, le mariage, c'est ainsi. D'accord. C'est comme ça, dans la souffrance, tout. Et qu'est-ce que tu faisais dans la journée? Donc, qu'est-ce que tu faisais dans la journée? Dans la journée, je fais rien. Dès que je me lève le matin, je lave les tasses, je balaye, je fais la lessive. Je pars, j'achète les condiments, je prépare pour les déjeuner. Je me lave. C'est tout ce que je fais dans la maison. Toute la journée? Oui. Et donc le reste du temps, t'as rien à faire? Je n'ai rien à faire. Et donc tu fais quoi? Tu te reposes? Tu Je dors? me repose deux fois je fais encore quelques travaux dans la maison. D'accord. Ouais. Ok. Donc tu as vécu ça pendant 9 ans, et à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu es retourné voir ta mère, qui ne t'écoute pas, qui n'entend pas ta souffrance. Comment toi tu décides à un moment que tout ça doit finir? Le dernier moment que j'ai décidé de ne plus rester avec lui, c'est au moment de l'accouchement de mon 3e enfant avec lui. On m'avait fait une césarienne. Je n'ai même pas enlevé le passement. Donc du coup, il y avait son enfant qui m'avait demandé de l'argent. Je lui ai dit que je n'ai pas d'argent. Donc il ne m'a pas cru jusqu'à... Il a commencé à m'insulter. À insulter mes parents. Et je l'ai giflé. Donc du coup, il a pris le couteau. Il a pris un couteau, soi-disant qu'il va me poignarder avec. J'ai pu me sauver de lui et j'ai pris mon bébé, mes bagages, je suis partie chez moi.
Il est venu le lendemain nuit, il est venu pour me chercher. Donc du coup, quand il est rentré, moi je suis sortie. Personne ne m'a pas vue. Jusqu'à sur le lendemain, je suis venue, j'ai laissé le bébé à la maison. Je n'ai même pas dormi à la maison. J'ai quitté la maison pour aller chez une amie. Ils m'ont cherché jusqu'à fatiguer. Donc c'est au retour, ma maman a voulu me faire retourner chez lui. J'ai décidé de ne pas retourner. J'ai dit à ma maman que je ne peux plus retourner chez lui. Et si elle veut voir mon cadavre, elle n'a qu'à me faire retourner chez lui. J'ai juste dit ça parce que je ne veux plus retourner. Mais je ne peux pas me tuer. D'accord. Ouais. Et donc tu es partie, tu as laissé tes enfants? Oui, j'ai laissé mes enfants. Actuellement, ils sont avec lui. D'accord. Actuellement. Et actuellement, il y avait ma première fille qui vivait dans une même situation que moi. D'accord. Alors justement, on va en venir, mais on va déjà... donc, comment c'est passé? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que pour nous, ça peut sembler bizarre, mais aujourd'hui, tu es ce qu'on appelle une femme divorcée. Tu as réussi à divorcer de cet homme. Oui. Comment ça s'est passé? Est-ce que le divorce, finalement, c'est quelque chose, parce que c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, que ton ami avait 25 ans et c'était déjà son 4e mariage. Comment ça se passe le divorce? Comment les femmes sont vues après le divorce? Et dis-nous un peu pour toi comment ça s'est passé. Le divorce n'a pas été facile pour moi parce qu'il ne m'a pas accordé le divorce lui-même. Je suis partie à l'association islamique pour récupérer mon divorce. Je les ai expliqué ma situation. Et islamiquement chez nous, quand une femme vivait, elle se sent mal dans son foyer, elle a le droit d'informer. Donc, du coup, quand je suis allée là-bas, personne de la famille ne me soutient pas. D'accord. Personne ne m'a pas soutenue en fait. Je suis allée toute seule. Et tu en avais parlé à ta famille avant? J'ai parlé seulement à ma maman. D'accord. Et elle a refusé, elle est contre ça. D'accord. Donc du coup, j'ai passé 9 mois chez ma maman. Quand je suis fatiguée, je suis allée récupérer mon divorce. Ils l'ont convoqué une fois. Je l'ai amené la convocation, il n'a pas répondu. Une deuxième fois, jusqu'à 3e fois, il n'a pas répondu. C'est à ce moment ils m'ont dit d'appeler mon papa pour signer le divorce. Je leur ai dit que mon papa n'est pas à vie, mais il y a le grand frère de mon papa. D'accord. S'il peut intervenir, ils ont dit il n'y a pas de problème. Il est venu, on a signé le divorce et ils m'ont donné ça. Bon, donc après le divorce, ça n'a pas été du tout facile aussi pour moi parce que chez nous, quand une femme se divorce, on n'a pas pour une prostituée, une pute, une insolente, une traînée. Tous les mots vont passer ce qu'ils veulent d'elle. D'accord. Ouais. Mais au sein de ta famille, ça n'a pas été le cas? Non, dans ma famille, ça n'a pas été le cas. Parce que je les ai toujours fait expliquer tout ce qu'ils ne voient pas avec leurs yeux, qu'ils ne croient pas aux gens. D'accord. Donc là, au bout d'un moment, ils ont fini par comprendre tout ce que tu expliquais depuis des années. Ils ont fini par comprendre tout ce que je leur ai expliqué et jusqu'à ce que ma maman fait des regrets sur ça. Ah, elle regrette maintenant? Actuellement, elle est sur des regrets. D'accord. Alors moi, j'aimerais savoir, donc du coup, comment ça se passe? Parce que même ici, moi, je ne connais pas grand-chose. Donc tu vas dans un endroit particulier pour retirer une demande de divorce? C'est l'État, c'est le village, c'est comment ça se passe en fait? Au Niger, c'est à Niamey même, il y avait une association islamique. D'accord. Elle est uniquement pour ça, pour écouter des femmes qui ont des problèmes, des hommes qui ont des problèmes dans leur foyer. Elle est uniquement pour ça. Oui, c'est là-bas je suis partie. Et c'est là qui te donne le papier de divorce. Le papier du divorce. Oui. Mais il faut d'abord qu'il le valide. Est-ce que c'est déjà arrivé, par exemple que... Il faut d'abord qu'il convoque le mari. D'accord. Pour poser des questions, certaines questions à chacun d'entre vous. D'accord. Pour voir qui est... en tort. Qui a tort, qui n'a pas tort, oui. D'accord. Mais quand il te donne une convocation et que tu n'as pas répondu, il te donne une deuxième convocation. Quand tu n'as pas répondu, il te donne un dernier avertissement, c'est la 3e convocation. Donc quand tu n'es pas venu, ils vont savoir que tu as tort, c'est pour cela que tu refuses de venir. D'accord. Donc ils vont t'accorder le divorce et c'est accordé. D'accord, ok. Et c'est
uniquement une association islamique qui fait ça? Oui, c'est uniquement l'association islamique qui fait ça. D'accord, ok. Donc tu as obtenu ton divorce, mais tes enfants avec lui. doivent, ça fait partie de la tradition, ils doivent rester avec leur père ou comment ça se passe? Est-ce que tu as essayé de faire venir tes enfants avec toi? Donc c'est-à-dire que tu as obtenu ton divorce, tu as été chez ta mère, Oui, c'est ça? oui, j'ai été chez moi. Est-ce que tu aurais pu amener tes enfants avec toi? Oui, islamiquement chez nous, dès que l'enfant aura ses 7 ans, il ne peut plus rester avec sa maman, il doit rester avec son papa. Ah, jusqu'à ses 7 ans, oui, l'enfant peut rester avec sa mère. Avec sa mère. Mais même si vous êtes divorcés, dès qu'il a 7 ans, il a l'obligation de rester avec son père. De rester avec son père, oui, islamiquement c'est ça chez nous. D'accord. Mais si le papa t'accorde de rester avec ton enfant jusqu'à oh là là, là il t'a accordé ça. D'accord. Mais j'ai tout fait, j'ai insisté, j'ai pleuré, j'ai hurlé, j'ai supplié de me laisser la fille. Comme elle est l'unique fille que j'ai, de me laisser la fille avec moi. Il a refusé aussi. Alors, du coup, si on fait aussi un petit peu cette interview, c'est aussi un peu pour elle, parce que elle a quel âge actuellement? Elle a 15 ans. Elle a 15 ans, donc elle est totalement en âge d'être mariée. Et justement, toi, tu ne voudrais pas que cette situation que toi, tu as vécue, qu'elle puisse la connaître également. Est-ce que, entre-temps, tu l'as sensibilisée, est-ce qu'elle connaît tout ça maintenant? Parce que toi, ta mère ne t'avait pas expliqué ce que c'était que le mariage, ni le mariage forcé, ni les relations sexuelles, ni tout ce qui... Enfin, voilà. Est-ce que toi, avant de partir, tu as eu le temps de lui dire tout ça? J'ai pas eu le temps de lui expliquer ça parce qu'elle est toujours un enfant pour moi. Chez nous, les enfants, on ne les explique pas cela. J'ai pas eu le temps en fait de rester même avec elle pendant 1 mois ou 2 semaines pour bien causer avec elle, pour qu'on puisse se connaître, elle et moi. Elle est toujours chez son papa. Je fais pas 2 fois 9 mois sans la voir dans mes yeux, sans la voir au téléphone. Rien. Je parle de ses nouvelles à chaque fois. Mais si tu demandais à ton ancien mari, à ton ex-mari d'avoir de ses nouvelles, etc., il refusait? Comment ça se passait? Il ne refuse pas. En fait, je ne sais pas comment l'avoir au téléphone, avec quel numéro je peux l'avoir. Lui, tout le temps, il n'est pas à la maison. Ah, d'accord. Tout le temps, il n'est pas à la maison. 2 fois, quand il sort le matin, il rentre à minuit, 1h, 23h. Mais maintenant que tu as obtenu le divorce, si par exemple, si tu avais été encore sur place, après avoir obtenu le divorce, est-ce que tu aurais pu justement retourner chez ton mari, enfin chez ton ex-mari, juste pour voir ta fille et pour pouvoir discuter avec elle, ou c'est quelque chose que tu peux plus faire maintenant? Je ne peux plus faire ça parce que dans la famille, c'est une grande honte pour moi. D'accord. Ouais. Dès que tu te divorces avec un mari, tu ne peux plus mettre pied chez lui parce que dès que tu parles même pour tes enfants, ils vont dire que tu es parti le voir, tu l'aimes toujours, tu as besoin de rester encore avec lui ou bien tu es parti faire quelque chose avec lui. Ils vont passer autrement. Ok, d'accord. Donc tu es resté 9 mois chez ta mère. Comment est-ce que tu es arrivée en France du coup? Du coup, je suis arrivée en France. Donc après mon divorce, je suis divorcée en 2016. J'ai collecté un peu d'argent. Je suis retournée, j'ai payé mes études. Comment dirais-je? J'ai payé mes écoles. J'ai fait la 3e. Comme c'est en classe de 5e, j'ai quitté l'école. Je n'ai pas fait la 4e. J'ai fait la 3e, j'ai eu mon brevet. D'accord. Oui. C'est après avoir eu mon brevet, il y avait une cousine à moi. Son mari avait une entreprise qu'on appelle Benalia. Il vend des panneaux solaires et il m'a demandé si je peux être sa secrétaire. J'ai accepté. J'ai accepté d'être sa secrétaire. Il m'a fait signer un contrat d'1 an. J'ai fait 1 an et j'ai quitté là-bas. Je fais une agence de transfert qu'on appelle Al-Isa. J'ai fait là-bas. J'ai fait encore une agence de transfert qu'on appelle Nita. J'ai eu ton brevet? Mon CV. D'accord, mon certificat de travail, oui. Ouais.
Et après, j'ai quitté. C'est en ce moment-là j'ai essayé de faire sur les réseaux sociaux des contacts et tout. Il y avait un ami là qu'on appelle Murat. Il s'appelle Murat, mais on l'appelle Eric. Oui, c'est lui qui m'a mis en contact avec des gens. J'ai changé jusqu'à me sensibiliser sur la vie. Je fais tout. Donc, du coup, mon ami là dont on est ensemble maintenant, il m'avait donné le numéro d'une association. On s'est mis d'accord, elle va m'envoyer une invitation à l'association Tisraut. Elle m'avait envoyé une invitation pour que je puisse faire une démonstration maroquinerie. Donc du coup, je sais faire ce genre de choses parce que je l'ai appris avec ma maman. Alors voilà, du coup tu disais que tu avais mis de l'argent de côté, donc cet argent que tu avais mis de côté, c'est en travaillant justement dans la maroquinerie? C'est en travaillant dans la maroquinerie parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui viennent ici en France. Quand ils viennent, je leur donne des pochettes, des porte-clés, des... Comment tu as appris la maroquinerie d'ailleurs? Avec ma maman. D'accord. Depuis que j'étais petite. D'accord. Donc maintenant, tu sais, voilà, tu crées des portefeuilles, tu crées des sacs. Oui, des sacs, des pochettes, des porte-clés. Et c'est grâce à ça que tu as réussi. Et c'est grâce à ça que j'ai pu collecter quelques petits sous pour me débrouiller avec jusqu'à ce que j'ai eu une invitation ici pour la démonstration. D'accord. Et c'était une démonstration ici en France? Oui, c'est ici en France. D'accord, donc c'est comme ça que tu es arrivée? Oui, je suis arrivée ici. D'accord. Maintenant, avec du recul. Alors, déjà, il y a une question. Aujourd'hui, par rapport à tout ce que tu as vécu, tu es ici en France depuis à peu près 3 mois et demi. Avec tout le recul, comment tu te sens? Quand tu vois tout ce que tu as vécu, tout à l'heure on parlait d'ailleurs, tu me disais que tu te sentais, voilà, tu trouvais que les femmes avaient beaucoup de liberté, qu'elles étaient... Comment tu te sens depuis que tu es ici et quand tu regardes tout ce que tu as vécu? Depuis que je suis venue ici, je me sentais à l'aise, je me sentais libre et je me sens un peu sécurisée ou bien sécurisée. Je peux dire que je suis en sécurité, je sais pas. Mais ma seule peur, c'est ma fille qui est là-bas. D'accord. Ouais. Donc en fait l'idée c'est aussi peut-être sensibiliser un maximum de personnes. Comment on pourrait nous t'aider à notre niveau en sachant que voilà, tu as une fille donc qui risque de subir les mêmes voilà, le même parcours que toi. Comment nous on pourrait t'aider à ce moment-là? L'aide que vous pouvez me faire, c'est que si vous pouvez contacter son papa ou bien ma maman, si elle peut le contacter pour aider ma fille à s'échapper de ce que j'ai subi vraiment. Mais si on contacte son père, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée aussi. Ça ne sera pas une bonne idée parce qu'il est têtu, il ne veut pas se séparer d'elle. D'accord, alors il y a une chose que tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as dit que ta mère regrette. Donc forcément, est-ce qu'elle voit ta fille d'ailleurs? Oui. Elle a la possibilité de voir ta fille? Oui, elle a la possibilité de la voir parce que ce matin même je l'ai eu au téléphone. D'accord. Je l'ai eu au téléphone, elle la voit presque le jour qu'elle veut. D'accord. Dès qu'elle appelle son papa, elle a dit qu'elle veut la voir, il la laisse venir. Alors, il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est que lorsque ça a été pour ton mariage, tu me disais que ta mère était contente et trouvait ça normal. Aujourd'hui, après, maintenant qu'elle sait tout ce que tu as vécu, justement pour éviter ce même parcours, est-ce qu'elle aurait la possibilité, par exemple, le jour, si un jour on vient demander ta fille en mariage, est-ce qu'elle aurait la possibilité de dire ben non, parce que non, voilà, comme ton père l'a fait, non, je ne veux pas que ma fille soit mariée à cet âge-là. Elle est vraiment sur des regrets à propos de mon mariage. Parce que la dernière fois, avant mon arrivée ici en France, on parlait d'elle, de ma fille. Elle a dit qu'elle est contre le mariage précoce. Qu'elle est contre le mariage précoce? Elle est contre, vraiment, elle est contre. Parce qu'elle a beaucoup regretté de m'avoir fait le mariage précoce. D'accord. Elle regrette. Et est-ce qu'elle pourrait s'opposer, par exemple, au mariage de ta fille?
Est-ce qu'elle aurait assez de... Voilà, parce que, comme tu m'as dit, c'est une grande famille, finalement, vous êtes une grande famille, tu as deux autres, entre guillemets, mamans. Est-ce que, étant donné qu'elles t'ont soutenue, elles ont connu ton parcours, est-ce que elles, enfin toute cette famille réunie pourrait dire, ben non, on ne marie pas la fille d'Azara? Elles peuvent dire ça plutôt. Elles peuvent dire ça, elles peuvent être contrariées à ça, mais ça va amener vraiment une grande dispute entre eux. Dans la famille? Dans la famille. Dans les deux familles? Oui, côté ma famille et côté la famille de ma fille. Ça va amener un grand conflit. D'accord. Ouais. Ça peut pas être facile vraiment. Ouais. D'accord. Parce que chez nous, c'est le papa qui a le parent, pas la maman. Mais si toute une famille se met entre guillemets contre l'autre famille, est-ce qu'ils ont une chance de pouvoir... Enfin, est-ce que ta fille a une chance de pouvoir échapper à ça parce qu'il y aurait eu la pression, même si ça génère un grand conflit, mais est-ce que ta fille aurait une chance d'échapper à ça? Oui, il y aura une chance. Il y aura des chances même pour s'échapper à ça. Il y aura des chances parce qu'il y a des aînés dans ma famille aussi qui peuvent dire non et que ça reste non. Et qu'ils peuvent empêcher cela. Je n'ai jamais fait des recherches des associations qui peuvent faire des aides sur ça. Même sur Niamey, même sur la capitale? Niamey, parce que moi, quand je me suis mariée, j'étais petite, je n'ai pas fait des recherches, on ne me laisse pas le téléphone, on ne me laisse pas sortir, je suis toujours enfermée, je ne connais rien du tout. Pour moi, c'est ça le mariage. Je ne connais rien du tout. C'est vrai que je t'avais posé aussi la question, mais donc du coup, par rapport justement aux mesures que le gouvernement avait essayé de mettre en place pour éviter, est-ce que toi tu en avais déjà entendu parler? Est-ce qu'il y avait eu des campagnes de sensibilisation dans le village qui avaient été faites? Ou est-ce que voilà, tu n'étais même pas au courant de tout ce qui se passe? Je suis au courant de rien parce que moi chez moi, il n'y a même pas la télévision. Je regarde rien, je suis rien. D'accord. Parce que depuis que je suis venue en France, je ne connais presque personne à qui je vais en parler. Je n'ai parlé à personne jusqu'à aujourd'hui que j'ai rencontré Madame Taïfé, on a en parlé. Alors, mais jamais. Si, il y avait une association, mais alors il faut qu'on essaye de... tu sais, Ghislaine en avait parlé, Aurora, tu te rappelles? Oui. Elle est dans le 13e, d'après ce que j'ai pu comprendre, donc on voulait essayer d'aller voir. Après, je ne sais pas si c'est juste pour les femmes ou pour voilà, des situations un peu... voilà. Maintenant, c'est vrai que ce serait intéressant de chercher des associations voilà, qui œuvrent pour la libération de la femme et donc qui pourraient faire quelque chose. Après, toute la complexité, c'est toujours la même chose. Les associations en France, est-ce qu'elles ont le droit, la capacité? Alors peut-être qu'elles peuvent être en contact, si des associations nigériennes existent, hein, elles peuvent être en contact effectivement avec des associations nigériennes et essayer de faire la passation. Faire pression dans les ambassades. Voilà, entre autres. Les mouvements féministes peuvent effectivement aller devant les ambassades de tel pays et faire pression pour dénoncer ce qui est arrivé. En sachant que c'est quand même quelque chose qui est assez fréquent dans les zones rurales au Niger, quoi. Donc, je pense que déjà, ce qui serait bien, c'est effectivement voir s'il y a des associations au Niger qui... parce que je me dis que si le gouvernement tu vois, a pris conscience de ça, forcément, il y a forcément des associations ou voilà, des campagnes de sensibilisation et que là-dessus, peut-être qu'on pourrait jouer là-dessus, quoi. Oui, ça manque pas, mais moi, je n'ai aucune idée sur ça parce que je n'ai jamais fait la recherche là-dessus. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Qu'est-ce que tu voudrais dire? Parce que c'est vrai qu'on a parlé, par exemple, on a parlé beaucoup de ta fille qui risque de subir le même sort, mais tu as aussi deux autres garçons,
Des garçons aussi? Des garçons, oui, j'ai des garçons. D'accord. J'ai 3 garçons. Et quel âge ils ont? Le deuxième, il a 12 ans. Le troisième, il a 9 ans. Et le dernier, il a 2 ans. D'accord. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup des mariages précoces pour les filles. Pour les garçons, c'est pas du tout le cas. Je veux dire, il n'y a pas de... Quel est l'âge minimum pour qu'ils se marient, eux? Chez nous, l'âge minimum pour un homme de se marier, c'est à l'âge de 25 ans. 25 ans? Oui. 25 ans pour les garçons et 25 15 ans pour les filles. 15 ans jusqu'à 10 ans même. 10 ans, à l'âge de 10 ans même, on peut marier une fille. Ok, d'accord. Et quand tu es partie, tes garçons avaient quel âge? Quand je suis partie, le deuxième, il n'a que 4 ans. Non, 6 ans. 6 ans? 6 ans, oui. Le dernier, il n'a même pas 1 an. Parce qu'il tète quand j'ai quitté la maison. D'accord. Wow. Ça n'a pas été trop dur Ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a pas été facile pour moi vraiment parce que j'ai vécu beaucoup des insultes. On me gronde ici, par là, par-ci. On me gronde. Tout le monde pensait que je ne vais pas rester dans le foyer. J'aime pas rester dans le mariage. J'aime traîner et tout. C'est pour cela que j'ai quitté. Mais ils n'ont pas regardé ce que j'ai subi. D'accord. Alors, aujourd'hui, on peut dire que vraiment, tu as été extrêmement courageuse. Déjà pour quitter une situation qui ne te convenait pas, pour avoir essayé d'alerter autour de toi sur ce que tu traversais, même si tu n'as pas eu d'oreille attentive, pour avoir eu le courage de divorcer, parce que je suppose que beaucoup de femmes, certainement dans la terreur, n'osent pas, le qu'en dira-t-on, la peur, restent dans un mariage pendant des années en souffrant et sans pouvoir rien dire. Donc toi, tu as eu cette force, ce courage de venir ici aussi, donc d'une certaine façon de repartir sur de nouvelles bases, de recommencer une nouvelle vie, tout en ayant une partie de ton cœur là-bas, puisque tes enfants y sont encore, ta mère y est encore. Ouais. Tu as quand même un énorme potentiel puisque tu es un petit peu, moi, ce que j'appelle une artisan. Hein. Tu travailles la maroquinerie, tu sais travailler aussi, on en parlait la dernière fois, oui. Tu sais travailler aussi les bijoux, si je me rappelle bien. Oui. Donc aujourd'hui, en fait, c'est vrai que tu pars avec des meilleures bases. Donc le but, ce serait peut-être à l'heure d'aujourd'hui d'essayer de sensibiliser des associations qui pourraient faire pression ou qui pourraient se rapprocher d'autres associations nigériennes afin de faire sortir ta fille de cette situation. Donc c'était un témoignage non seulement parce que à l'heure d'aujourd'hui, nous fréquentons, nous côtoyons des femmes, des jeunes filles qui ont eu une histoire souvent très lourde, dont on ignore absolument tout, mais qui se battent avec leurs propres armes. C'est vraiment ton cas, Azara. Tu t'es battue avec beaucoup de dignité, beaucoup de force. Et je pense qu'il est vraiment nécessaire aujourd'hui que, en tant que femme, c'est vrai que nous, on demande beaucoup, on demande l'égalité homme-femme, on demande, voilà, on a une journée de la femme, etc. Mais finalement, il y a des combats qui sont excentrés de notre quotidien et qui mériteraient vraiment voilà, qu'on se retrousse les manches et voilà, qu'on aide d'une façon ou d'une autre. Donc si tu as un petit mot, quelque chose à conclure, ou Léo, je ne sais pas. Bon, moi tout ce que j'ai à dire, merci beaucoup pour cette invitation et que je sensibilise les femmes et les mamans de ne plus faire le mariage précoce. Oui. Est-ce que tu penses que ça va petit à petit On a vu que ta mère déjà avait changé d'avis. Est-ce que tu penses que de plus en plus des femmes là-bas au Niger... De plus en plus, les femmes au Niger vont cesser ça, vont cesser les mariages précoces et les mariages forcés. Parce que de nos jours, sont presque à 90%, les filles choisissent leur partenaire. Absolument. Ouais.
ils choisissent. Ce n'est plus le cas d'avant parce que moi, quand je me suis mariée, c'était en 2007. Quand je me suis... Mais maintenant, ce n'est plus le cas. D'accord. Parce que, alors, je pense que de ce que j'avais lu aussi, c'est que finalement, surtout dans les zones rurales, pour une famille, une fille, c'est en même temps une charge, mais c'est en même temps, ça peut être aussi une aide financière. C'est-à-dire que si, à partir du moment où elle est mariée, c'est une bouche de moins à nourrir. Et puis si elle est mariée à une personne un peu plus aisée, ça c'est une porte ouverte en fait à un peu plus de richesse. Donc il y a peut-être aussi le facteur pauvreté qui rentre en considération et qui fait que beaucoup de mères acceptent, même à contre-cœur, de marier leur fille. Est-ce que c'est, d'après toi, ça peut être une vérité, ça? Chez nous, c'est pas une richesse ou bien quelque chose de faire marier ta fille le plus tôt possible, mais c'est comme une fierté que les gens disent une telle, sa fille s'est mariée très tôt avec, comment dire, excusez-moi du terme, mais chez nous la virginité compte. Qu'une fille se marie vierge, c'est tout ce que les gens regardent. Okay. Et parce qu'à l'âge de 18 ans, 19 ans, 20 ans, une fille peut se donner à un homme comme ça. D'accord. Oui, alors que c'est pas ça. C'est juste leur mentalité qui montre ça. D'accord, donc en fait, selon certaines régions, en fait, c'est plus le fait d'être marié et d'avoir prouvé ta virginité qui rend, qui donne de l'honneur à la famille. À la famille, oui. D'accord. Ok, ben écoute, Azara, franchement je te remercie du fond du cœur. J'espère que ce témoignage va inciter le plus de personnes à partager donc déjà son histoire et puis chacun à son niveau à œuvrer. Et si vous connaissez des associations qui pourraient aider, soutenir Azara, ben, n'hésitez pas.